Vous êtes bel et bien sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue donc dans cette émission Évaluation. Évaluation d'aujourd'hui, nous vous amenons au cœur de l'école de navigation. Et pour aujourd'hui, on s'entretient avec le directeur général justement de cette école. On va donc évaluer les bilans également de ces directeurs généraux. Il va nous parler de l'historique. On va parler de beaucoup de choses. C'est une école qui date, mais plusieurs Congolais ne savent pas trop de choses, en tout cas, autour de cette école. Aujourd'hui, nous sommes là avec celui qui est la bouche autorisée pour nous dire en long et en large qu'est-ce qu'on fait exactement dans cette école. Monsieur Constantin Mbadinga, on vous dit bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour, chère madame, avec votre équipe technique qui vous accompagne. Comment nous sommes heureux de vous recevoir ici à l'école régionale de formation au métier de la navigation intérieure. Voilà. Donc, d'entrée de jeu, parlez-nous un peu de cette école. Là, nous voyons l'historique, l'origine, s'il faut le scinder. Parlez-nous un peu de cette école de navigation. Merci beaucoup encore de cette opportunité que vous me donnez de parler de l'école de navigation. En principe, cette école, avant déjà qu'elle puisse naître, elle était déjà, donc vous êtes ici dans l'enceinte de l'école de l'ancienne, donc l'ancienne Onatra. Et puis donc de l'ancienne école de l'Onatra, nous sommes aujourd'hui à l'école régionale de formation au métier de la navigation intérieure, qui est une école de la Commission internationale du bassin du Congo, Ubangi Sanga, donc connue sous le sigle SICOS. Donc c'est l'école de la SICOS. Cette école a été créée en 2007, effectivement après avoir remarqué qu'il y avait beaucoup d'accidents de navigation. Il y avait beaucoup de problèmes dans nos voies d'eau intérieures. Et les États de la Commission internationale du bassin du Congo ont créé cette école pour pouvoir former du personnel navigant compétent. Créée en 2007, effectivement, cette école a commencé ses activités en 2009. Avec, puisque comme j'ai dit à l'entame, il avait été remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes de sécurité de la navigation et que la plupart des professionnels dans le domaine du transport par voie d'eau intérieure étaient formés sur le tas. Et puis il y avait un problème de vieillissement de la profession. Donc il fallait vraiment renouveler les navigants, et puis il fallait vraiment arrêter avec ce problème d'insécurité, si je peux dire, de la navigation. Il fallait commencer par, premièrement, recycler tout ce personnel navigant formé sur le tas. Donc organiser des formations de recyclage, des formations pour tout ce monde professionnel formé sur le tas. Et c'est la première chose que nous avons fait en 2009, quand nous avons ouvert en 2009. Et puis en 2013, comme j'ai dit, il fallait premièrement recycler tout le personnel navigant formé sur le tas, et puis il fallait renouveler cette classe. Est-ce que c'était facile, recycler, renouveler? Est-ce que c'était facile? Bon, déjà, je peux vous dire que nous sommes dans une formation paramilitaire. Donc de ce fait, tous les navigants savent que nous ici, c'est la première chose, c'est la discipline. Donc à ce niveau-là, nous n'avons pas eu beaucoup de soucis. Le seul souci peut-être qu'on pourra avoir
et que la plupart des navigants formés sur l'OTA, certains ne savaient ni lire ni écrire. Ouf. Donc c'était vraiment un défi. Mais cela a été surpassé. Nous avons quand même depuis 2009 jusqu'en 2013, formé, recyclé plus de 1500 apprenants, plus de 1500 professionnels. Quand je dis professionnels, c'était pas seulement dans le domaine direct qui est de la navigation capitaine et mécanicien naval. Nous avons aussi formé, recyclé aussi dans des administrateurs, donc des techniciens des transports par voie d'eau. Donc au total, jusqu'en 2013, nous avons pu recycler plus de 1500 professionnels. Mais c'était un défi. 1500, c'est peu par rapport aux besoins réels, parce que le besoin il a été bien chiffré, il était bien réel, qui partait dans les 5000 personnels par là. Donc maintenant, à partir de 2013, nous avons commencé à ouvrir la formation qu'on appelle ici en fait la formation initiale. La formation initiale, c'était maintenant de pouvoir former les jeunes dans la profession. Donc ici, nous avons une mission de former comme nous le faisions déjà, les capitaines et les mécaniciens navals. Nous devrons aussi former dans la gestion et l'administration portuaire. Nous devons former dans tous les métiers connexes dans le domaine du transport par voie d'eau intérieure. Donc, nous sommes aujourd'hui en fait au moment une école de métiers de transport par voie d'eau intérieure. Mais parlez-nous un peu, ça se fait comment? On finit ici, ou parlez-nous de type justement de marchands qu'il y a, pas seulement dans cette école, hein, mais parlez-nous un peu de type de marchands qu'on a dans le monde ou ici en République démocratique du Congo. Oui, pour répondre à votre question, j'aimerais vous rappeler qu'ici nous faisons de l'économie bleue. De l'économie bleue, c'est-à-dire? C'est-à-dire que nous formons dans les métiers de l'eau, dans les métiers autour de l'eau. Puisqu'on parle ici de la navigation, donc les fleuves, les lacs, les rivières, même le maritime, c'est un moyen de pouvoir former, de pouvoir transporter, donc je veux dire les voies d'eau, c'est le meilleur moyen de transporter de la marchandise. Okay. Le meilleur moyen de transport. Au-delà de la route, à comparer avec la route, le chemin de fer, etc. Le transport aujourd'hui mondial, c'est fait, on va dire plus de 95% du transport mondial s'est fait par voie d'eau. Okay? Donc, autour des voies d'eau, nous avons plusieurs métiers autour des voies d'eau. Comme j'ai parlé des ports déjà, des ports. Dans les ports, nous avons tous les métiers qui tournent autour du port. Nous avons par exemple les agents maritimes, ou bien les agents fluviaux. Nous avons les agents en douane. Nous avons les dockers, donc les agents de manutention des marchandises, par exemple. Et puis nous avons aussi normalement les administrateurs portuaires, les techniciens au port, nous avons les commandants de port, nous avons et puis comme je parlais de l'économie bleue, et puis comme c'est l'ensemble des métiers, des activités autour de l'eau, nous avons aussi il y a aussi la pêche. La pêche. Il y a aussi la pêche. Et puis, quand on parle de la pêche, on parle de transport de marchandises par voie d'eau, il y a aussi les intermédiaires dans ce transport.
Ok. Donc, en fait, normalement, le transport par voie d'eau regroupe plusieurs métiers à la plusieurs fois. métiers qui concourent vraiment à l'économie bleue. Mais vous avez parlé également de la douane. Qu'est-ce que la douane vient faire dans votre métier, par exemple? Normalement, la douane est là pour pouvoir contrôler la marchandise qui sort et qui rentre. Okay? Donc, la marchandise, il rentre, il sort par le moyen normalement de transport par voie d'eau. Maritime. Par maritime, fluvial, lagunaire, etc. Donc, il est obligé de travailler normalement et participer à l'économie bleue. Bon, il n'y a pas que la douane, mais si la douane, spécifiquement, il y a les agents douaniers, parce que la douane, il y a des agents qui sont des intermédiaires qui font effectivement le dispatching un peu des marchandises, donc de toutes les facilités au niveau normalement de la douane. On appelle ici des agents en douane, mais qui ne sont pas vraiment des douaniers. Donc c'est des métiers. Nous avons des consignataires, par exemple, qui sont là aussi pour pouvoir représenter les transporteurs, être un peu entre la courroie entre les transporteurs et puis les clients des marchandises. Nous avons, en gros, s'il faut les citer, nous avons des milliers de métiers autour de l'eau qui constituent en fait normalement l'économie bleue. Donc c'est pour vous dire que le transport par voie d'eau, donc c'est peut-être normalement pour étendre un peu sur la question, peut-être détaillée, je dirais que les États devraient vraiment prendre conscience des transports par voie d'eau comme un moyen de développement. De développement d'un pays. Voilà. Est-ce que dans tout ce que vous venez de citer comme métier et consorts, est-ce que l'école attire suffisamment des étudiants? On parle des étudiants ou des élèves? En fait, c'est des élèves officiers, c'est des élèves. En fait. Voilà. Est-ce que l'école attire suffisamment des élèves pour fréquenter cette école? Apparemment, on a besoin de la main-d'œuvre. Est-ce que l'école attire suffisamment d'élèves? Je dirais non, pas encore. C'est un de nos défis aujourd'hui, la communication. Donc, je suis vraiment heureux de vous recevoir parce que c'est ce que nous sommes en train de faire. J'espère bien que votre passage ici fera de l'écho par rapport à la connaissance même de cette école au sein Vous avez l'effectif de combien d'élèves ici? Pour le moment, nous avons une soixantaine d'élèves. Nous avions auparavant plusieurs, mais comme ici nous ne formons pas le nombre, nous formons la qualité. Donc ici, c'est un homme, un métier. Donc un homme, un poste de travail. Donc nous sommes là pour pouvoir former du personnel, des professionnels dans le métier. Nous sommes une école de formation supérieure. Mais on peut également former plusieurs. Est-ce que ça poserait problème? Oui, c'est pas maintenant, c'est par rapport aux infrastructures. Monsieur le DG, 65 élèves, c'est quand même peu. Est-ce que les familles fuient ou ils n'aiment pas amener leurs enfants ici? C'est pas parce que les frais sont exorbitants? Je ne pense pas que c'est par rapport aux frais. Mais c'est quoi le problème finalement? Par rapport à la connaissance même de cet établissement ici, nous devons communiquer encore un peu plus. Parce que nous sommes ici, comme j'ai dit, c'est l'école de la SICOS, la Commission internationale du bassin du Congo, Bangui Sanga. La SICOS, c'est 6 États. Vous voyez? Donc, 6 États, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Gabon, la République centrafricaine, le Cameroun et puis l'Angola. Donc, c'est 6 États qui constituent la SICOS. Donc, ici, nous recevons en principe les élèves, on ne peut pas dire des étudiants de tous ces États qui sont avec nous ici.
À part l'Angola, nous avons... Donc il n'y a pas que de Congolais de la RDC, il y a également d'élèves qui sont venus d'ailleurs. Effectivement. Nous recevons les élèves des États membres de la SICOS qui sont ici. Ou alors ils fuient parce qu'après être passés ici, il n'y a pas assez d'emplois par rapport à ce qu'ils font ici comme métier. Au contraire, en tant qu'ancien de la profession, parce que moi-même je suis de base capitaine à la navigation maritime, Okay. Et le fait d'avoir travaillé dans l'administration maritime, je connais un peu le besoin. Et effectivement, comme j'ai dit au départ, le besoin il est énorme. Il fallait ici, les études qui ont été menées auparavant, avant même d'ouvrir cette école ici et après l'ouverture de l'école, nous avions un besoin de plus de 5000 jeunes. Oui, 5000 jeunes. Et ici, nous formons... Donc de l'emploi potentiel, dont les jeunes n'ont pas conscience apparemment jusqu'à aujourd'hui. L'emploi potentiel, 5000 besoins qui avaient été dénombrés. Et il fallait former au moins 500 nouveaux navigants. Là, je parle seulement de la profession de capitaine et de mécanicien naval. Et puis effectivement de matelot et le reste. Il fallait former au moins 500 nouveaux apprenants chaque année pour combler sur une base, donc sur 10 ans. Ça, c'était normalement l'objectif de départ, parce qu'il y avait un besoin. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous n'atteignons même pas une centaine. Donc, nous sommes autour d'une vingtaine d'étudiants qui sortent de cette école. Donc, vous voyez, nous n'avons pas atteint cet objectif-là parce que... Et par rapport aux infrastructures, nous ne pouvons pas accueillir beaucoup d'étudiants pour le moment. Mais sinon, en termes d'employabilité, parce que c'est ça le problème, en réalité, en tant que professionnel, il y a de l'emploi. Pour le moment, il y a toujours de l'emploi pour tout ce que nous formons. Est-ce qu'il y a des infrastructures pour des emplois dont vous vantez là? Est-ce qu'il y a assez d'infrastructures? Oui, il y a beaucoup d'infrastructures. Il y a des infrastructures, parce que les infrastructures qui existent aujourd'hui, la plupart n'ont pas des professionnels qualifiés. Voilà, non pas de professionnels qualifiés. Monsieur le DG, parlez-nous un peu de la particularité du secteur de navigation en République démocratique du Congo comparativement à d'autres pays. Je peux dire que c'est un peu la même chose un peu dans tous les pays que je connais, qui sont les pays de la SICOS. Comme j'ai dit, avant d'ouvrir cette école, il y a eu des études qui ont été menées. Ces études qui ont montré effectivement la carence des navigants, dans l'administration, que ce soit dans l'administration, que ce soit au bord du pays. Et c'est pareil. Dans tous les pays que j'ai cités, les 6 pays de la SICOS, c'est pareil. Bon, maintenant, il faut développer des politiques. Pour cela, comme j'ai dit, le transport par voie d'eau, c'est le meilleur transport en termes d'économie. Qui coûte moins cher aux transporteurs à comparer aux autres modes de transport. Parce que une barge, donc un voyage d'un bateau, c'est plus de, on va dire en termes de conteneurs, s'il faut peut-être parler de conteneurs, c'est plusieurs milliers de conteneurs pour un voyage par rapport au voyage d'un camion, qui est obligé de pouvoir faire l'aller-retour plusieurs fois. J'ai lu le transport par voie d'eau, le transport mondial. C'est pour ça que plus de 95% du transport est fait par voie d'eau, parce que c'est le transport le moins cher. Le moins cher, même dans l'entretien des voies. Une route coûte des millions de dollars pour pouvoir construire et entretenir. Mais nous avons des voies déjà naturelles.
Il suffit seulement normalement de pouvoir ouvrir, de pouvoir peut-être draguer là où il y a peu de profondeur, mais c'est moins cher par rapport à une route ou bien par rapport à un chemin de fer, par rapport donc, aux autres modes de transport. Par rapport à cela, les États devraient développer vraiment des politiques pour pouvoir développer le transport. Pour le cas de Kinshasa, par exemple, là, nous ne sommes pas dans la RDC dans son ensemble. Pour le cas, par exemple, de Kinshasa, ici, puisque nous sommes à Kinshasa, est-ce qu'il y a possibilité également de développer des transports maritimes? Si aujourd'hui on vous consultait, vous en tant qu'expert, quel conseil donneriez-vous au gouverneur de la ville, par exemple? Est-ce que c'est possible? Nous voyons avec des embouteillages et consorts, hein, est-ce que la voie maritime peut décompter cette situation? Je peux dire que oui. Notre voie fluviale, déjà, notre grand fleuve, quittant Chani Métal, en allant jusqu'à Maluku, vraiment, on pouvait développer un transport fluvial en mettant en place, effectivement, on peut mettre des bateaux mouches, comme on dit un peu ailleurs, des bateaux des bateaux omnibus, hein, on dit des bateaux bus, qui pourraient normalement, à côté des bus de la route, qui peuvent aider désengorger un peu nos voies, nos routes. C'est possible de le faire. En fait, il faut même le faire. J'encouragerais même à le faire. Et donc, pour ceux qui vont un peu vers l'aéroport, dans cette zone-là, partiraient vraiment sur la voie fluviale. Et je vous assure que ça va... Il faut quoi pour le faire? De la volonté politique. La volonté politique. De la volonté politique. En fait... on aura assez de la main-d'œuvre ici. Est-ce que vous mettrez à la disposition du gouvernement provincial assez de main-d'œuvre? La main-d'œuvre, c'est... Bon, c'est là, parce que si on veut... C'est aussi ça le problème. Nous formons déjà. Parce que lorsque vous avez 63 élèves qui ne sont pas seulement de la RDC, qui sont venus également d'autres pays, qui font partie du SICOS, est-ce qu'on aurait de la main-d'œuvre ici à Kinshasa, là où nous parlons seulement de Kinshasa, pas de la RDC dans son ensemble? Oui, la soixantaine d'élèves que nous avons, ce n'est pas la soixantaine d'élèves que nous avions. Hein. Donc, il faut un peu peut-être nuancer. Okay. Nous avons déjà formé plus d'une centaine déjà, seulement RDC, plus d'une centaine d'étudiants ici, qui sont passés par ici. Donc, qui travaillent déjà ou qui chôment? Qui sont en stage et d'autres qui travaillent déjà. Effectivement, puisque la plupart qui terminent ici, normalement, ils ont tout de suite de l'emploi. Parce que la plupart qui terminent, comme je dis qui terminent à de l'emploi, parce que c'est des professionnels vraiment que nous formons. Nous avons un peu le retour des armateurs donc, par rapport à cela. Mais il y a déjà une centaine de formations. Mais s'il y a des projets comme ça qui sont développés, nous recruterons, nous ferons tout pour pouvoir normalement améliorer et recruter normalement des jeunes pour pouvoir se former. Hein. Vous allez le recruter comment? Puisque déjà, apparemment, vous avez un petit souci par rapport au nombre. Vous allez le recruter comment? Quel sera le mécanisme que vous allez mettre en place justement pour attirer plus d'élèves afin de répondre à ces besoins-là? Oui, en réalité, comme je dis, c'est d'abord un problème d'infrastructure et un problème de communication. Mais sinon, par rapport au nombre, nous pouvons recevoir jusqu'à 300 élèves. Nous pouvons recevoir jusqu'à 300 élèves. C'est possible. Bon, maintenant, exactement, effectivement, avec les politiques, s'il y a des politiques dans ce sens, développées dans ce sens, il faut développer les infrastructures. Et même cela, nous avons besoin du développement des infrastructures pour faire cela. Nous sommes un établissement des États, mais s'il y a d'ouverture, il y a des politiques qui sont faites dans ce sens, avec les États, nous nous essayerons pour pouvoir voir
qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir augmenter les infrastructures, pour pouvoir former. Effectivement, quand je parle des infrastructures, ce n'est pas les salles de classe. Les infrastructures, parce que pour pouvoir former... On va de bateaux et consorts. Non, premièrement, c'est d'abord le matériel didactique. Parce que, comme je dis, nous sommes dans la profession, c'est un étudiant, un poste de travail. Parce qu'il faut faire la pratique. Donc, il faut du matériel. Comme je dis, nous pouvons recevoir plus de 300 étudiants en même temps en formation ici. Mais vous n'avez pas assez de matériel. C'est au niveau du matériel. Donc, il nous faut du matériel parce que nous sommes en train de former des professionnels. Le professionnel, c'est plus de la pratique, moins de théorie. Donc voilà, quand je parle des infrastructures, c'est dans ce sens. Est-ce qu'il se poserait un problème de subvention? Effectivement, il y a un problème de subvention. Comme nous sommes une école des États, et les États ayant des problèmes, puisqu'aujourd'hui il y a la crise, il y a beaucoup de crises qui se succèdent, qui sont les États qui mettent leurs moyens ici, et les États retardent un peu à pouvoir subventionner, et puis nous avons vraiment ce souci-là, parce que les États, on comprend que les États en ce moment ont des problèmes, il y a beaucoup de crises qui se succèdent. Mais je pense que si ensemble nous voyons les priorités, ici ensemble nous regardons ces projets de développement, et puis je peux dire aussi, normalement nous avons un atout qui est là, qui est la Commission internationale du bassin du Congo, qui a été créée effectivement pour pouvoir aider les États à promouvoir la navigation par voie d'eau intérieure, qui est sa première mission. La première mission de la Commission internationale du bassin, c'est de promouvoir la navigation par voie d'eau intérieure. Donc, la SECOS est là auprès des États pour pouvoir les aider, pour voir dans quels moyens on peut développer des projets dans ce sens par rapport aux vœux des États. Donc, c'est déjà un atout. Donc, en termes de subvention dans ce sens, je pense que la SECOS pourrait aider. Mais seulement, il faudrait qu'il y ait, comme j'ai dit, une volonté vraiment politique pour qu'on puisse aller dans ce sens. Monsieur le directeur général, parlez-nous un peu de type de marchands qu'on peut trouver dans ces secteurs. Le type de marchandises, c'est ce que vous voulez? Marchandises, non. Bien le type de... la formation, on a parlé, on nous dit qu'il y a deux types de... je ne sais pas si je le prononce mieux, marchands civils, marchands militaires et consorts. Parlez-nous un peu de cela, mais également dites-nous la spécificité de chaque... vous comprenez, voilà. On va dire de chaque corps. De chaque corps, voilà. Et effectivement, parce que quand on parle de la marine, voilà, la marine, voilà. Nous sommes des marins. C'est les termes qu'il faut. Nous sommes des marins. La marine, c'est marine. Là, il y a deux types de marine, la marine marchande et puis la marine de guerre, donc la marine militaire. La différence entre les deux, c'est que la première marine marchande, elle est une marine civile, sans armes. Okay? C'est une marine qui est paramilitaire. Parce que nous formons des capitaines et des mécaniciens navals. Cette formation nécessite une formation paramilitaire, une formation militaire. Quand on dit para, parce qu'ils ne sont pas armés, mais il faut une discipline militaire. Et la discipline militaire, il faut une formation militaire. Pour ça, ils sont formés par des militaires proprement dit? Oui, en fait, nous avons un programme de REI, un programme de discipline militaire, exactement. Ils sont formés par cette partie-là par les militaires. Et puis, cette partie vraiment paramilitaire, il faudrait qu'ils les aient, parce que le marchand, à part d'être là pour transporter et pour pouvoir conduire des bateaux civils pour le transport de marchandises, mais doit avoir cette discipline militaire, cette formation militaire, parce que c'est un réserviste. Mais vous faites pratiquement le même boulot. Dans la marine.
Donc j'en viens. Voilà. Donc je disais, on va dire que c'est des hommes habillés, mais désarmés, des marchands. Maintenant, eux, ils sont là, effectivement, ils sont là pour pouvoir transporter donc des marchandises. À la différence maintenant des militaires, les militaires, ils vont naviguer dans des bateaux de combat, des bateaux de patrouilleurs, des bateaux de troupes, de transport de troupes. Donc ils sont là pour pouvoir faire la guerre, pour pouvoir protéger, pour pouvoir protéger l'État, puisque nous parlons de l'eau. L'eau, nous avons plusieurs frontières, puisque les ports sont des frontières, nous avons plusieurs frontières. Il faut des hommes armés, habillés bien sûr, et armés pour pouvoir protéger les eaux contre les probables ennemis. Donc là, nous avons la marine militaire qui est équipée, effectivement, pour pouvoir protéger, faire la guerre. Et par contre, les deux se rejoignent dans le sens que le paramilitaire, donc celui conforme à la marine marchande, c'est un réserviste qui peut, en cas de guerre, en cas de conflit, être réquisitionné. Donc c'est les premiers à être réquisitionnés par l'État pour pouvoir conduire, parce que normalement ils ont appris à conduire les bateaux, à pouvoir conduire les troupes. Dans ce sens, c'est pour ça que normalement il doit avoir cette discipline militaire, cette formation paramilitaire, au cas où de pouvoir servir son pays. Voilà, y a-t-il aujourd'hui un cadre légal qui réglemente le secteur de navigation en République démocratique du Congo ou dans tous ces pays-là qui font partie de la SICOS? Oui, exactement, parce que ici nous parlons de la marine marchande. Nous parlons des voies d'eau, du transport par voie d'eau. Il y a un cadre légal. Donc aujourd'hui, tous les États, en ce qui concerne le transport dans l'ensemble, tout découle d'abord des conventions internationales. Donc c'est à partir des conventions internationales que nous avons ratifié, bien sûr, au niveau international, et que nous créons des règlements, des lois, qui régissent un peu la navigation par voie d'eau, navigation nationale, ou bien navigation par voie d'eau, par voie d'eau. Donc nous avons des règlements nationaux, des lois nationaux qui, comme j'ai dit, calqués effectivement sur la base des navigations internationales. Et puis, à part la réglementation nationale, nous avons des réglementations régionales. Comme par exemple dans notre cas qui nous concerne, nous sommes au niveau de la SICOS, nous avons un code de navigation fluviale CEMAC RDC, qui est un code qui régit un peu, qui organise un peu la profession effectivement de navigants, donc dans la sous-région, donc au niveau de la Commission internationale du bassin, donc au niveau de la SICOS. Donc au-delà de cela, nous avons aussi des règlements, puisque nous sommes dans des groupements régionaux. Il y a aussi des règlements régionaux qui sont élaborés, que nous adhérons, que nous ratifions, des États qui sont membres ratifient, qui organisent vraiment la profession. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons des règlements qui sont là, qui existent. Bon, maintenant, c'est à nous de pouvoir normalement les appliquer. Nous avons des règlements. Maintenant, au niveau de l'applicabilité, au niveau, moi je suis responsable de formation, effectivement, je forme dans ces règlements-là, puisque nous sommes dans la sécurité de la navigation. Comme on dit, moi je suis un expert de la sécurité de la navigation, on dit chez nous safety first, sécurité avant tout. Donc la sécurité, on ne blague pas avec la sécurité. Donc vous voyez, aujourd'hui, la plupart d'accidents qui se passent dans nos eaux, l'homme est toujours le principal acteur. L'homme, de tous les accidents qui se passent à bord des bateaux, l'homme est toujours le principal acteur. Parce que c'est l'homme qui doit maintenir les équipements, c'est l'homme qui doit maintenir le bateau, c'est l'homme qui doit diriger, c'est l'homme qui doit charger, décharger, c'est toujours l'homme. Donc tous les accidents, la plupart des accidents, c'est l'homme. Donc c'est-à-dire que par rapport à cela, l'homme doit être formé. C'est la première des choses qu'on fait, on forme d'abord l'homme pour pouvoir minimiser les accidents par voie d'eau.
Donc, maintenant, il y a des règles qui sont là. Nous, en tant que formateurs, nous leur donnons des enseignements sur toutes ces réglementations qui Parlez-nous un peu de quelques règles, si on ne peut pas parler de tout. Parlez-nous un peu de quelques règles qui régissent justement ces secteurs. Oui, déjà, il y a des règles sur la sécurité de la navigation. Okay. Comme j'ai dit, et puis il y a des règles sur la formation des navigants. Okay. Parce que nous avons un programme de formation calqué sur les règlements qui existent par rapport à qu'est-ce que nous devons donner comme matière, comme cours aux élèves. Donc c'est déjà réglementé. Okay. Nous ne faisons que suivre. Par rapport à la sécurité de la navigation, à bord des bateaux, nous avons des équipements que un bateau doit avoir, qui sont obligatoires, puisque c'est le règlement de la sécurité qui l'impose. Donc un bateau, il est construit. D'abord, il y a aussi les règlements sur la construction. Vous voyez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas construire pour construire. Nous devons construire en suivant vraiment des règles de construction. Donc il y a un règlement de construction qui existe. Et ce qui est bien au niveau de la SICOS, nous avons élaboré un règlement sur la construction des bateaux en bois et des bateaux en acier. Est-ce qu'aujourd'hui, les individus qui se font construire leurs bateaux respectent au moins ces règles-là? Je peux dire oui et non. Pour des armateurs qui savent ce qu'ils font, ils passent par un chantier naval et puis qui respectent les règles de construction. Pour d'autres, en parenthèse, ils ne respectent pas, ils construisent comme ils veulent. Mais heureusement que nous avons toujours des policiers, le policier qui est l'État, qui est là, qui vraiment vérifie et puis qui après exactement découvre et qui arrête avec ça. Sinon, normalement, ce serait vraiment... De la jungle. Avant de parler de votre bilan à vous en tant que directeur général de cette école, justement, Monsieur Constantin, pour conduire une voiture, on a besoin d'un permis de conduire. Et pour conduire un bateau, il faut quoi? Le document qu'il faut? Oui, exactement. Ici, en navigation par voie de l'intérieur, nous délivrons aussi des permis. C'est toujours le permis. C'est le permis, mais au-delà du permis, nous avons le brevet. Ok. Nous avons le brevet. Et exactement, le brevet, c'est un peu au niveau un peu plus supérieur. Et c'est ce que nous faisons ici. Parce que ici, nous formons des navigants sur 5 ans. En fait, il y a 3 ans de formation académique. Et qui leur donne droit, parce que nous sommes dans le système LMD, normalement. LM2. Nous sommes dans le système LMD. C'est entré lorsque le système est venu ici ou Non, nous sommes déjà, puisque nous sommes inter-État. Depuis que l'école a été créée? Oui, parce que nos programmes de formation sont calqués sur le système LMD. Ok. Déjà, donc depuis que l'école a commencé, donc les programmes que nous avons, c'est déjà des programmes qui sont calqués sur le système LMD. Donc, bon, maintenant, chez vous ici, vous parlez du graduat 3 ans. Donc, nous formons sur 3 ans académiques. Après les 3 ans, nous avons l'étudiant, donc l'élève officier qui devient stagiaire après les 3 ans, doit faire 2 ans de stage embarqué à bord des bâtiments, à bord des bateaux, à bord des navires, pour qu'à la fin de 2 ans, qui sont 24 mois, jour pour jour, revenir pour pouvoir soutenir devant un jury d'État l'obtention de son brevet ou de son permis de naviguer. Donc, hormis le brevet, hormis le permis, on a également besoin d'un brevet avant qu'on vous confie un bateau. En fait, le brevet, c'est la même chose que le permis. Ok. Mais le brevet, on parle au niveau international, c'est un peu plus soutenu, c'est un peu plus au niveau supérieur. Vous, ici, vous délivrez c'est un brevet ou un permis? Ici, nous délivrons des brevets. De brevets? Nous délivrons des brevets. Nous devons commencer à délivrer des brevets. Comme dit, donc, c'est lui qui finit ici est capable également d'aller travailler hors également le pays qui constitue la SICOS. Exactement. Donc, celui qui termine ici, il doit être capable de travailler dans tous les pays de la SICOS.
Dans tous les pays de la SICOS seulement. Normalement, il peut travailler au niveau donc au niveau international. Mais dans la navigation par voie d'eau intérieure. Voilà, on va conclure en parlant de votre bilan. Vous avez ici combien d'années déjà? Bon, je suis à ma 8e année comme responsable de cet établissement. Voilà, 8 ans déjà. Ici, il est temps quand même d'évaluer ce que vous avez fait ici en termes d'innovation, mais également en termes de gestion. Parlez-nous un peu des innovations que vous avez apportées par rapport à votre gestion. Bon, d'abord, il faut partir du fait que nous sommes dans la formation de navigants. Navigants, pour le moment, c'est navigants. Nous avons commencé avec les capitaines de mécanicien naval et que la formation, elle suit normalement un canevas réglementaire. Donc, en termes d'innovation, je peux dire que moi, je suis venu pour les réformes. Ok. Quelles sont les réformes que vous avez apportées alors? Les réformes, parce que, comme j'ai dit au départ, cet établissement a été créé, puis ça s'appelait Centre régional de formation en navigation intérieure. C'était un centre. Vu les besoins, il fallait réformer. Parce qu'il fallait lui donner normalement un cutus international. Il fallait lui donner. Voilà. Ce que nous avons fait, nous avons changé du CRFNI pour pouvoir normalement aller à l'école. Donc nous avons aujourd'hui l'école. Ça, c'est la première chose qu'on a fait. Et puis, au départ, cet établissement n'était pas, comme j'ai dit, connu au niveau, puisque nous faisons dans la formation supérieure, il fallait vraiment travailler avec le ministère de l'enseignement supérieur pour pouvoir lui donner des agréments qu'il faut. C'est ce que nous avons fait. Après l'évaluation de 2016, nous l'avons donné, nous sommes en train, ça continue, c'est un défi qui continue. Aujourd'hui, c'est une école. Qui est déjà en train d'être connu au niveau même de l'international, parce que nous avons aujourd'hui des partenariats, nous communiquons avec les instances internationales par rapport à la formation, voilà. Donc, comme j'ai dit, je suis un homme de réforme, nous sommes en train de réformer. Cette école, au départ, c'était une école, c'était un centre qui n'était pas autonome et qui était géré par la SICOS. Donc c'était un service. Donc nous avons tout fait pour que ce soit une école avec une autonomie financière, une autonomie administrative. Donc il fallait refaire les statuts. Nous avons refait les statuts. Donc aujourd'hui c'est une école autonome. J'ai dit autonome par rapport normalement au secrétariat de la SICOS, mais c'est une école des États. Voilà. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face justement? Voilà, les difficultés, c'est au niveau, comme on a dit, l'honneur de la guerre, c'est les moyens. Les moyens, parce que les États devaient prendre en charge, devraient subventionner cette école. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne recevons pas encore des subventions des États. Donc nous nous battons avec les étudiants, avec le secrétariat général de la SICOS, qui vraiment, je peux dire merci beaucoup au secrétariat général de la SICOS, qui nous aide dans ce sens en attendant que les États puissent prendre vraiment. Donc nous sommes là pour pouvoir faire de cette école une école de renommée mondiale. C'est ça en fait le défi. Mais vous n'êtes pas encore arrivé, hein? Nous sommes sur le chemin parce qu'il fallait d'abord que ça soit reconnu. Il reste encore beaucoup à faire. Si déjà ici, au niveau de Kinshasa seulement, vous avez des difficultés pour faire entendre parler de cette école, et quand sera-t-il au niveau national ou international par exemple? Oui, c'est la communication, c'est pour ça que voilà, c'est pour cela que nous sommes là. Pour nous aider dans ce sens. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là pour parler également de cette école. C'était votre émission Évaluation et nous avons évalué
avec le directeur général de l'école de navigation. On entend parler, quand nous passons ici sur l'avenue de la Victoire, nous voyons quand même cette école. D'ailleurs, la raie porte même le nom de cette école. Vous avez appris ensemble avec nous que fait d'ailleurs cette école en ce qui concerne la navigation et consorts. Avec le DG, il a eu à nous parler de tout cela en long et en large. Monsieur le directeur général, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un mot par rapport aux autorités. L'école régionale de formation au métier de navigation intérieure, c'est un bébé de nos présidents, donc le président de la République des États membres de la CICOS. Y compris également Monsieur le Président Tshisekedi. Exactement. Donc, cette école est en RDC, spécifiquement donc ici à Kinshasa, et a besoin vraiment d'une attention particulière parce que nous sommes dans les transports par voie d'eau intérieure. Comme j'ai dit, les transports par voie d'eau intérieure, les transports par voie d'eau en général, c'est le mode de transport le plus moins cher, le moins coûteux et le plus facile à entretenir. En fait, en termes économiques, c'est le mode de transport le plus économique. Donc, les États devraient vraiment avoir beaucoup d'attention par rapport à cette école et puis de pouvoir vraiment s'impliquer énormément dans cette école. Et comme étant en RDC, nous devons avoir un engouement des jeunes de la RDC, des jeunes qui noient en particulier, parce que l'école est là pour vous. Ce n'est pas une école privée, c'est une école des États qui n'attend que vous et qui est une école d'avenir. Donc nous vous invitons vraiment massivement à venir vous inscrire ici à l'ERFMI. Les inscriptions ont commencé depuis il y a quelques semaines. Donc nous vous attendons vraiment parce que c'est une école d'avenir et une école de profession. L'école vous attend, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Évaluation. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine, certainement avec un autre invité autour de notre thème.